ADJ, ce sont ses propres faux pas qui le poursuivent. Faure n'aime pas les gens qui convoitent son fauteuil. Même si tu en parles quelque part et qu'il entend, il te met dans son viseur. Et il finit toujours par te frapper. Et c'est ce qui arrive à ADJ. ADJ étant pasteur, il a toujours dit à des gens qui sont proches de lui que lui, il a reçu une prophétie que demain il va diriger le Togo. Mais il n'a jamais reçu la prophétie qu'il faut un peu le renvoyer un matin. Mais il a reçu la prophétie que demain, lui, il va diriger le Togo. Et quel que soit ce que les gens disent, la prophétie va se réaliser. Le secteur qu'elle est en train de contrôler dans le pays. Je résume. Elle a la caisse de sécurité sociale, d'accord? Elle a l'INAM. Elle a placé un de ses gars, à l'INAM. Elle a l'AMU. Elle a l'hôpital, son hôpital. Elle a sa brasserie. Elle est dans l'immobilier avec la caisse de sécurité sociale. Elle a maintenant la Lonato. Elle a maintenant ces éléments dans le gouvernement. Parce que maître Monsieur Jean-Marie Tessi, au niveau de, je ne sais pas si c'est Jean-Marie on l'appelle, au niveau de la santé, lui permet de contrôler toute la chaîne. De contrôler toute la chaîne. Elle est aussi dans le sport. Vous savez que Akpovi lui doit allégeance. Et vous avez vu Akpovi actionnaire dans Dr Talafia. Et vous voyez Akpovi actionnaire dans Dr Talafia. Et donc, ça contrôle tout ça. Et ça fait aussi des règlements de compte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être jugé parti. Vous êtes directrice de la Caisse nationale de sécurité. Vous gérez une clinique. Vous êtes patron d'un hôpital, donc Talafia. Et vous infligez des amendes à d'autres cliniques. C'est-à-dire, on atterrit, par exemple, dans une clinique, je ne vais citer le nom d'une clinique, on dit oui, tu n'as pas déclaré tous tes employés, amende 10 millions. Tu n'as pas respecté l'INAM, amende 20 millions. Aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité et l'INAM font plus peur que l'OTR. Ils sont en train d'harceler les gens, d'amener certaines entreprises à fermer. Et malheur à toi si tu n'es pas dans leur réseau. Parce qu'en tant que directrice générale de la Caisse nationale de sécurité, c'est elle qui signe aussi les quitus aux entreprises pour aller aux appels d'offres. C'est elle qui signe les cliniques, c'est elle qui signe les quitus aux entreprises pour aller aux appels d'offres. Donc si vous n'êtes pas dans leur réseau, ils ne vont pas vous signer de quitus. Vous allez voir l'appel d'offres, vous ne participerez pas. Donc vous avez une seule dame dans le pays qui contrôle tous ces secteurs-là avec tous ces réseaux. La brasserie, avec tout le réseau qui entoure la brasserie, donc la SNB, avec l'argent des travailleurs et quelques capitales privées. Vous avez l'hôpital Dr Talafia qui aujourd'hui peine vraiment à atteindre ses objectifs parce qu'il y a beaucoup qui ont déserté l'hôpital. L'hôpital ne tourne pas vraiment en plein régime. Donc il y a beaucoup de gens qui boudent cet hôpital et il y a beaucoup de personnel, des gens dans le personnel qu'on a recrutés qui sont en train de démissionner parce que ce qu'on leur a promis, c'est pas ce qu'on leur fait. Et donc cet hôpital, pour faire vivre cet hôpital, on punit les autres cliniques qui sont dans la capitale, on leur fait des redressements par l'INAM, par la Caisse de sécurité sociale. Donc on paralyse ces cliniques-là. Ensuite, vous avez tous les domaines dans lesquels elle peut intervenir et paralyser les gens. Vous ne pouvez pas parler d'un pays compétitif, d'un pays qui doit faire évoluer les entrepreneurs quand vous donnez autant de pouvoir à une seule personne aujourd'hui qui fragilise toutes les autres entreprises dans le pays. Aujourd'hui, vous parlez aux gens de AMU, tout le monde crache. Dès que vous parlez de AMU aux gens aujourd'hui, tout le monde tient la tête. Les gens en ont marre. Vous parlez de la Caisse nationale de sécurité qui amende aujourd'hui toutes les petites entreprises, tout le monde. La Caisse est derrière les gens, même les journalistes. Il y a des journaux à Lomé, parce que ce sont des journalistes critiques. La Caisse leur a fait des redressements. On a des collègues à Lomé, je ne vais pas les citer. On a des journalistes à Lomé que la Caisse nationale de sécurité a frappé parce qu'ils ont écrit des articles sur la gestion de la Caisse. Donc c'est
c'est un règlement de compte. On leur a fait des amendements. On leur a infligé des amendes. Donc, imaginez les autres entreprises. Il y a plein d'entreprises à Lomé qui aujourd'hui sont poursuivies par la Caisse de sécurité sociale. Bon, pendant qu'on y est, pourquoi, avec tout cet argent qu'on ramasse, on n'augmente jamais l'allocation des enfants? La Caisse de sécurité sociale roule sur des milliards et des milliards. Pourquoi l'allocation des enfants n'a jamais augmenté au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale? Combien on paye? 2 000 francs. Et les 2 000 francs ont été institués depuis les années 75 ou 73. 2 000 francs par enfant. C'est-à-dire moins de 3 euros ou bien 3 dollars. C'est-à-dire la Caisse de sécurité sociale, malgré les milliards qu'ils engrangent, n'est pas capable de donner 10 000 francs par enfant au Togo. Puisque je pense que le nombre même d'enfants que la Caisse donne est limité. Je pense que c'est 3 ou 4 enfants. Donc, le parent qui a 3 enfants ou qui a 4 enfants et qui cotise à la Caisse, au moins s'il reçoit 30 000 francs par mois pour les enfants, il sait que ça peut faire quelque chose pour les enfants. C'est 5, ok, quelqu'un m'a dit que c'est 5. Bon, je ne sais plus trop, c'est 5, c'est 6, je ne sais plus trop. Mais, imaginez, celui qui a 6 enfants, non, le truc 2 000 francs par mois, par enfant, il a 12 000. Mais c'est lui qui cotise à la Caisse. Et c'est l'argent de cette caisse-là qu'on a pris pour aller construire la brasserie, pour aller construire l'hôpital Afia, où le fonctionnaire moyen ne peut pas aller se soigner. Je parle d'équité dans la société. Je parle d'équilibre social. Je parle de la justice sociale. Vous qui m'écoutez, vous qui me lisez, vous trouvez que c'est normal? Et le normal, mais Caisse nationale de sécurité, là, on l'a. Voilà, on a Kotokwa Meve par enfant. 2 000 francs par enfant. Depuis 1960, combien là? Celui qui connaît l'année là, je pense que c'est dans les années 70. C'est dans les années 70 qu'on a institué que la Caisse de sécurité sociale va payer 2 000 francs par enfant. 50 ans après. 50 ans après. On balaye tout 2 000 francs. Voir Caisse de sécurité sociale, elle est longue. L'entreprise au bord, nous consommons le bord. On sort le tout village de milliards. On sort le brasserie. On sort le conduit. Comment on le gérer? Comment on le raconte en Amérique? Tout comme les fonctionnaires, les négatifs, donc il a fait avec tout, là il conduit. Les frais de consultation à Dr. Lafia, c'est 15 000 ou bien c'est 10 000. Je ne sais plus trop. En tout cas, c'est au-dessus de 10 000. Donc, comme les fonctionnaires qui les job, les caisses nationales de sécurité, là, qui sont 10 000, avec tout frais de consultation, le Dr. Lafia, qui va déposer égard, qui va traiter. Je parle de justice sociale. Et tous les jours, on élargit l'assiette de la Caisse de sécurité sociale. Tantôt, il a imposé Inamna et Amuna, les non-fonctionnaires. Tantôt, il a imposé un particulier. Comment les gens regardent, nous, que nous sommes garçons, les voix. Parce que la Caisse a des DAT partout. La Caisse a des milliards de DAT partout. Nous, quand on a décidé maintenant de violer les gars, on a tous 5 000 francs là par enfant. 5 000 francs par enfant. 5 000 francs même, c'est peu. 5 000 francs même, c'est peu par rapport aux milliards sur lesquels ils roulent. 5 000 francs, c'est peu. On peut donner par enfant 10 000 francs. Et j'interpelle les militaires. Excusez-moi. Et et 2 femmes, 3 femmes. Et c'est vous qui avez des salaires misérables. Mais maintenant, il y a comme il y a pas péton, fond, il y a simbe, il y a tout, il y a baby comme il dit, moi, ça m'était plein de fourniture en haut. Mais les bons, madame Ingrid Awade, le roi Dakaro, qu'est-ce que les vieux me gazent les caisses? Qu'on retraité au méga. Au moins, on a tout 10 000 francs. Si vous avez 5 enfants, 6 enfants, en plus de vos salaires de 60 000, si vous avez 30 000 francs par enfant, bon, mais il y a besoin d'arriver comme ça, on va violer, tu vas mettre ça dans ta poche. Vous ne pouvez pas aller faire ce plaidoyer-là, puisque les syndicats ne font rien. Les syndicats ne disent rien. Vous ne pouvez pas aller voir Fonia Sibé pour lui dire, bon, patron, les 2 000 francs là, c'est depuis 1974. Ça fait 52 ans. Aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'un enfant au Togo, la caisse de sécurité lui donne 2 000 francs. Et donc, mais c'est une qui met les boss, mais blague derrière. Et nous ici, 2 000 francs.
aéroport, garé, mais quoi ça? Amour le loué, jet privé, coup et tabega, oh il a Dubaï. Avec un shopping, là, tu vas. Fico le pas garolo. Fico le pas garolo. Fico le pas garolo. Amour loué, la jet privé. Aïe, Dubaï, avec un shopping, là, tu vas l'homme. Fico le pas garolo. Alors qu'ils ne sont qu'à la tête des services parapublics. Syndicats, tout est mort. Tout est mort. Là, le FMI dit qu'il va augmenter, il demande au gouvernement d'augmenter tout ce qui est social. L'électricité, l'eau, tous les produits. On n'a pas encore entendu un syndicat qui a analysé le dernier rapport du FMI. Même les partis politiques ont fait comme ils n'ont pas lu. Alors que ce dernier rapport du FMI contient énormément d'informations que les syndicats doivent utiliser, même les politiques, pour demander des comptes au gouvernement. Pourquoi on veut augmenter encore le frais des carburants? Pourquoi on doit augmenter l'eau? Pourquoi on doit augmenter l'électricité? Pour quelle raison? Il faut qu'on nous explique. Mais comme les Blondiaribiko. Donc, on les brassait milliards à la Caisse nationale de sécurité. On sont INAM, on sont les Ronamo, on sont AMU, on sont les Ronamo. Sur les entreprises, on met la pression sur les entreprises. Tu ne payes pas AMU, tu ne déclares pas à la caisse, on t'amende. Aujourd'hui, les opérateurs économiques au Togo ont plus peur de la Caisse nationale de sécurité que de l'OTR. C'est un harcèlement permanent. Les gens ont dû fermer leur entreprise. Pendant ce temps, vous faites quoi avec tout l'argent que vous collectez? Vous faites quoi? Moi, les amis, moi je m'en fous des gens qui m'insultent. Ce n'est pas mon problème. Je ne réponds jamais aux gens qui m'insultent. Si on augmente demain les frais des enfants là, ceux qui m'insultent là, leurs parents vont profiter. Moi je suis plus au Togo. Si on augmente demain l'allocation des enfants là, les soldats vont profiter. Tous les fonctionnaires vont profiter. Même les gens qui m'insultent vont profiter. Les gens du UNIL vont profiter. Donc moi je dis ce qui est juste pour mon pays. C'est de ça que je parle. Je ne regarde pas les petits agitateurs. Ce n'est pas là le plus important. Ce sont eux, leurs parents, qui vont profiter de ça. Si on augmente l'allocation des enfants, c'est eux qui vont profiter de ça. La manière dont je me débat ici, là, je me poumonne ici pour parler là, c'est eux qui vont profiter, c'est pas moi. Donc, des gens qui viennent insulter, tout ça, ne les regardez pas. Ne les regardez pas. On parle des choses sérieuses. On est sur des indicateurs de la vie sociale de notre pays. Parce que je sais que par l'effet multiplicateur des revenus, quand on va augmenter les frais d'allocation des enfants, l'argent va circuler, la dame qui vend du VI va gagner, le Zémédia va gagner, celui qui vend aussi les fournitures va gagner. Parce qu'une fois que l'argent circule, ça va dans toutes les mains. C'est ça l'effet multiplicateur des revenus, pour ceux qui ont fait plus ou moins quelques notions d'économie. Quand on injecte l'argent dans le circuit, quel que soit le milieu dans lequel l'argent va, l'argent se multiplie dans plusieurs mains. C'est pour ça qu'on vous dit, quand la diaspora contribue à 15% du PIB, la diaspora contribue à tenir l'économie du pays. Parce que l'argent que la diaspora envoie, et c'est pour construire même une maison de particulier. Si c'est investi dans une société, cet argent permet à l'économie de tourner. Donc cet argent va aller dans la main du Zémédian, ça va aller dans la main du taximan, ça va aller dans la main du plombier, ça va aller dans la main de CCT, ça va aller dans la main de l'électricité, ça va aller dans la main du maçon. Et le maçon va aller acheter du VI. Et la VITO va acheter le haricot au marché d'Anier ou au marché d'Akbelouvé et le paysan aussi va gagner. C'est ça l'effet multiplicateur des revenus. Il y a des gens qui sont allés vers l'école. Ils ne sont pas allés à l'école, donc ils ne comprendront rien. Donc ne vous perdez pas votre temps quand on parle des choses sérieuses. C'est ça l'effet multiplicateur des revenus. Une fois qu'on injecte de l'argent dans le circuit, l'argent là se retrouve dans toutes les mains. Jusqu'aux paysans. Donc si demain, on augmente l'allocation des enfants à 10 000 francs, le parent qui prend ce 10 000 francs, il va acheter du carburant. Il va en acheter plus. Il va acheter une moto. Il va acheter je ne sais pas quoi. Il va faire ci, il va faire ça. Et cet argent va alimenter le circuit économique. Et les gens vont souffler un peu. C'est ça la réalité. Donc, c'est pour ça que moi je plaide. Donc, tout le reste là, ce n'est pas important. Donc, aujourd'hui, Ingrid a réussi. Après que Fonya Singbe ait éjecté la plupart de ses rivales, ces éléments à des endroits stratégiques, la permettant d'avoir encore une emprise sérieusement sur plusieurs secteurs
de l'économie du pays. On en reviendra sur d'autres détails, notamment ce qui se passe à Doc Talafia et tout, et comment est-ce que le taux de décès à Doc Talafia aujourd'hui commence par inquiéter sérieusement les gens, et les vagues de démission qu'on enregistre à Doc Talafia, parce que le traitement qu'on a prévu pour les gens, ce n'est pas le même traitement. Les médecins aujourd'hui qui interviennent là-bas, ils sont payés sur le pourcentage de ce qu'ils font, ce qui fait que, bon, même s'ils ont un plateau technique acceptable, il y a de plus en plus de décès qui inquiètent les gens au niveau de la population. Et c'est normal quand des gens sont actionnaires dans un hôpital et dans la morgue. Je ne sais pas pourquoi ils n'encourageraient pas les décès. On va parler des ADJ. On va terminer par là. Je pense que de tous les ministres qu'on a nommés, c'est le cas qui a intéressé beaucoup plus les gens. Et on va parler d'ADJ, on va sérieusement parler d'ADJ, on va finir par là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ADJ? On est en droit de se poser des questions et d'aller chercher les réponses. Le ministre ADJ, il est, de mon point de vue, victime de ses propres ambitions. Victime de ses propres ambitions de la manière dont lui-même il parle de ses ambitions aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de Faure Gnassingbé. Ça fait des années que je le dis, ils ne connaissent pas Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un, et même ceux qui combattent Faure Gnassingbé ne le connaissent pas. Il a eu toujours de l'avance sur tout le monde. Kokoroko, maintenant à l'environnement, il est à la forêt. Et donc, il y a beaucoup de gens, mais ce n'est pas un ministère de moindre envergure, hein, c'est un ministère de très grande envergure, l'environnement et le climat. Et comment appelle-t-on ADJ, ce sont ses propres faux pas qui le poursuivent. Faure n'aime pas les gens qui convoitent son fauteuil. Même si tu en parles quelque part et qu'il entend, il te met dans son viseur. Et il finit toujours par te frapper. Et c'est ce qui arrive à ADJ. ADJ étant pasteur, il a toujours dit à des gens qui sont proches de lui que lui, il a reçu une prophétie que demain il va diriger le Togo. Mais il n'a jamais reçu la prophétie que Faure peut le renvoyer un matin. Mais il a reçu la prophétie que demain, lui, il va diriger le Togo. Et quel que soit ce que les gens disent, la prophétie va se réaliser. Donc, il s'est ouvert à des gens qui, certainement, comme ils sont dans un milieu où les gens sont des délateurs, les gens certainement rapportés. Et dans Unir, à dédier, tout le monde voyait, dans Unir, tout le monde le voyait d'un bout de l'œil, parce que les gens savent qu'il a de l'ambition. Parce que, douanier de son état, il a réussi à mettre de côté une très grande fortune. Et quand on a la fortune après, on cherche le pouvoir. Et donc les gens le voyaient venir. Mais le gars l'attendait au bon tournant pour le frapper. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, au sein de Unir, je vais revenir avec des photos sur la première raison, mais deuxième raison, non. Est-ce que la technique peut me passer la première photo? Et donc, je vais vous montrer des images. Et vous allez voir que ces images n'ont jamais plu à Faure Gnassingbé. Vous voyez ces images-là? Vous voyez ces images-là? Il y en a plein. J'attends que ça arrive sur TikTok et sur YouTube d'abord. Vous voyez ces images-là? Vous voyez là où les images là où il marche sur le tapis rouge. Voilà, il faut t'arrêter là, technicien. Vous voyez ces images-là, là où il est sur le tapis rouge. Ce sont des images, quand on les projette, et quand Faure voit ça, surtout dans la position dans laquelle il est aujourd'hui, MPC ou PCM, où il est de plus en plus moins visible dans beaucoup d'événements, il voit à travers ces images quelqu'un qui est en train de le supplanter.
C'est-à-dire quand il est chez lui, à la maison, déjà qui sait que Adedje a la prophétie que demain va gouverner le Togo, quand il voit Adedje marcher sur le tapis rouge comme ça, tout élégant, avec beaucoup de prestance, il fait son petit dos là, il est vraiment tranquille dans son rôle. Ford se dit, mais tiens, donc le gars, il est sérieux. Je suis sérieux dans mon analyse. Hein. Quand on projette ces images-là, les vidéos-là, Ford voit Adedje marcher sur le tapis rouge avec son garde-corps derrière qui tient le sac. Parce que celui qui est à l'extérieur du Togo, s'il ne connaît pas la manière dont le Togo fonctionne, quand il voit ces images-là, il va dire que c'est le président du Togo. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Celui qui ne connaît pas ce qui se passe réellement au Togo, la politique togolaise, qui ne connaît pas les degrés de responsabilité au sommet de l'État, quand il voit des images comme ça, il va se dire, mais celui qui marche, qui passe en revue les troupes, la garde républicaine comme ça, et pas une seule fois, à plusieurs reprises. Il y a plein d'autres photos, des vidéos, j'en ai récolté plein. La technique peut les défiler, il y en a d'autres. Il va dire, ah, c'est lui le président du Togo, mais c'est qui? Donc, quand Ford voit ça, il n'est pas content. Il se dit, mais attends, donc le gars là, il est sérieux dans son histoire de prophétie. Non. On ne peut pas le laisser continuer. Il faut le sauter. C'est l'une des raisons fondamentales qui ont fait tomber Adedje. Déjà parce qu'au sein de l'UNI, on le trouvait trop ambitieux et que dans les faits et gestes, lui-même, il n'est pas resté modeste. Il n'est pas resté... il n'a pas caché son jeu. Il montrait qu'il était pressé de jouer un rôle comme ça. Et dans les dictatures, c'est impardonnable. Excusez-moi. Dans les dictatures, il n'y a qu'un seul chef. Seul le chef est dans la durée. Les autres sont des fusibles. Dans les dictatures, quand tu prends trop ton rôle au sérieux, tu veux jouer trop ton rôle, le dictateur te frappe. Et c'est ce qui est arrivé à Adedje. Il ouvre la session des députés, il passe devant les troupes, on met les soldats, on chante l'hymne devant le drapeau. Ford dit, tiens. Donc, il est sérieux dans sa prophétie. Donc, lui, là, si tu ne le débranches pas tout de suite, il va y avoir des problèmes. Donc, ça, c'est la raison fondamentale qui a entraîné la chute vertigineuse de Adedje. C'est la première raison et c'est la plus fondamentale. Parce que lui-même, il n'a pas su cacher ses intentions, ses ambitions et tout et tout. Il était pressé de jouer un rôle. Et dans les dictatures, c'est très mal perçu. C'est très mal perçu. Dans les dictatures, ce n'est pas toléré. Les gens ne savent pas être plus ou moins modestes dans leur rôle quand ils servent un dictateur. Donc, c'est ça la première des raisons. Deuxième raison, il y a les gens de UNIR qui l'accusent que c'est lui, c'est son zèle qui a poussé Ferdinand en exil. Et Ferdinand est devenu aujourd'hui un problème pour eux. Mais ces gens ont oublié que quand Adedje portait plainte, il réactivait la plainte, c'est ensemble avec eux. La deuxième raison, parce que cela m'est revenu plusieurs fois, qu'il y a eu plusieurs réunions, les gens ont regretté mon départ, se sont dit non, il fallait me laisser dans le pays. Au moins, quand j'étais dans le pays, j'étais contrôlable et tout. Que c'est Adedje qui est derrière tout ça. Et plus Akbetome, mais beaucoup plus Adedje. Ils ont fait plusieurs réunions. Ils ont dit que c'est lui le responsable. Que si aujourd'hui je suis à l'extérieur et que je leur mène la vie dure et que je les emmerde, c'est lui le responsable. Qu'il n'aurait pas réactivé cette plainte-là, que je serais encore au Togo et que je serais au moins contrôlable. Au moins, je n'irai pas trop loin dans mes informations. Et que donc, c'est parce qu'il a tenu par tous les moyens à réactiver cette plainte-là, à me renvoyer en prison. Je sais que ce n'est pas lui seul. Certainement qu'il a eu la caution de Ford. Lui n'était qu'un instrument. Il a eu la caution de Ford, de Davodou, mais aujourd'hui que c'est chaud, il se défausse sur lui. Je sais que ce n'est pas lui, en tant qu'Adedje, qui allait réactiver la plainte. La plainte était dans le circuit de la justice, et je pense qu'au sommet de l'État, ils ont décidé de réactiver la plainte pour nous renvoyer en prison. Mais maintenant qu'il y a eu des problèmes, on lui porte le chapeau. Donc, c'est ce que je pense. Donc,
je me dis que ce n'est pas lui qui a réactivé la plainte. La plainte a été réactivée par ses supérieurs. Mais lui, aujourd'hui, on dit que c'est lui. Donc, c'est à cause de lui que j'ai fui. Et aujourd'hui, je suis devenu un phénomène incontrôlable. Que s'il n'avait pas porté cette plainte-là, au moins je serais encore aujourd'hui au Togo. Et de temps en temps, ils vont m'effrayer. Et au moins, j'aurais peur, je ne vais pas sortir tout. Maintenant que je suis dehors. Donc, ça aussi, c'est une accusation qu'on lui porte. Et troisième chose, il y a cette histoire d'appartement qu'il a acheté en France avec sa femme, qui a été aussi, qui est arrivé comme aussi un troisième élément dans son dossier. Et donc, quand on voit que Adedje n'a même pas été consulté avant d'être débarqué du Parlement, parce qu'il y a quelques jours, il avait fait la rentrée parlementaire, mais les gens de Ingrid, les gens qui étaient proches d'Ingrid, ils savaient qu'on allait enlever Adedje. Parce que 2 jours avant, ils étaient au courant. Les gens qui sont dans l'entourage d'Ingrid, eux, ils savaient qu'on allait enlever Adedje. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, RPT Unir, c'est un globe terrestre. Ceux qui sont au pôle Nord ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. Unir, c'est un globe terrestre. Il y a des gens qui sont au pôle Nord et ils ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. Donc les événements les surprennent. Dans ce parti-là, il y a plusieurs groupes dans des groupes. Il y a des gens qui sont au pôle Nord et ils ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. Donc les événements les surprennent. Donc il y a des gens qui étaient autour de cette dame-là, ils savaient déjà qu'Adedje allait être sauté. Mais Adedje lui-même ne savait pas. Adedje lui-même ne savait pas. Et même Adedje, quand il a été nommé président du Parlement, il ne savait pas. Il y a de cela 1 an, quand Adedje a été désigné par le député, Adedje ne savait pas. Il était au Rwanda. Il était en mission au Rwanda. Et c'est là qu'il a appris que c'est lui qu'on a choisi comme président du Parlement. Donc il n'y a pas eu une discussion préalable entre lui et Fort. Et Fort lui a dit, c'est toi que je mets au Parlement. Il était au Rwanda. Il était au Rwanda quand il a appris que c'est lui qu'on a pris comme président du Parlement. Entre-temps, les gens pensaient que c'est Classou qui devait passer. Il y a aussi quelqu'un aussi qu'on avait projeté que c'est lui qui devait passer, au point que Classou, quand ils sont sortis de la salle, je vous avais dit, il était très, très, très furieux. Et donc, aujourd'hui, on va voir Adedje qui fait la passation de service avec Tchegan. Analysez cette photo. La sémiologie. La sémiologie de cette image-là. Analysez cette photo. Elle va arriver sur YouTube, vous allez voir. Ça, c'est la cérémonie de passation de service entre Tchegan et Adedje avec le ministre Bamouni Baba au milieu. Regardez, analysez la photo. Oui, celui qui est sur TikTok ne peut pas voir, mais celui qui est sur YouTube, Facebook va voir. Vous voyez la photo là? Il y a quelqu'un qui n'était pas assez beau jour en observant les visages. Il y a quelqu'un qui a l'air d'être très furieux en observant les visages. Il y a quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes sur cette photo en observant les visages. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans sa peau en observant cette photo. Il y a quelqu'un qui est très embarrassé en observant cette photo. Il y a quelqu'un qui n'est pas content de son poste en observant cette photo. Ça, c'est la sémiologie de l'image. Merci à la technique de l'avoir rapproché. Vous voyez cette photo-là? Vous voyez cette photo-là? Donc, voilà. Pauvre Adedje. Et en fin de compte, il y a aussi le fait que lui et le président fantomatique, Sanvi de Tové, ils ne sont pas les meilleurs amis, compte tenu de la rivalité entre Kovié et Michintové, et chacun cherchant à supplanter et l'autre. Aujourd'hui, ce sont les gens de Kovié qui ont certainement dansé à l'éviction de Adedje. Donc, Adedje ne pourra plus se promener à Lomé avec un gyrophare, pim-pam, comme Tchegan aussi. Il y a un gars qui faisait de la blague quand Tchegan est tombé, quand on a enlevé Tchegan. Il a dit que si Tchegan entend encore le son du gyrophare, c'est soit sapeur-pompier ou c'est ambulance.
parce qu'elle est partie pour longtemps. Je pense qu'à Dédé aussi, la prochaine fois qu'il entendra le son de l'ambulance, de gyrophare, c'est soit un sapeur-pompier qui passe devant son domicile ou c'est une ambulance. Mais c'est une humiliation de prendre quelqu'un du poste de l'Assemblée nationale et de le ramener à ce ministère-là que les petits du UNIL veulent nous faire croire que c'est un ministère d'envergure. Ce n'est pas un ministère d'envergure. Et on sait comment ça fonctionne. Il y a des ministres qui sont délégués qui iront rendre directement compte à Fonia Singbe. Ils vont supplanter ADJ. Il y a des ministres délégués auprès de l'ADJ qui ne vont même pas rendre compte à ADJ. Ils iront directement voir Fonia Singbe parce que c'est fort qu'il aura voulu ainsi. Et donc, ADJ va gérer la coquille vide. Ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. C'est des gros mots, comme tout ce qu'ils ont fait dans le gouvernement. Ils ont sorti maintenant de grosses expressions, veille stratégique, planification numérique. C'est des gros mots qu'ils ont sortis qui ne sont... C'est comme... C'est comme... tu vas dans un restaurant français où tu vas manger, je ne sais pas quoi, des légumes de je ne sais quoi, ou bien du haricot, ou à Imolou, et le français va le nommer riz à la sauce de quoi, avec haricot, voilà, alors que c'est haricot et à Imolou que tu manges. Mais le français va nommer riz, je sais pas, il va trouver une expression française, il va dire riz, je sais pas, riz corse à la sauce bretonne avec accompagné de poisson, alors que c'est Aïmolou plus Kanami. C'est ça le gouvernement de Fonia Singbe. Ça dit, ce sont les mêmes ministères, mais on a cherché de grosses expressions pour faire croire qu'on a innové quelque chose. C'est ça, veille stratégique. C'est quoi, ministre de l'économie et de veille stratégique? C'est quoi veille stratégique? Ministre de planification numérique, alors que ça s'appelait ministre de l'économie numérique. C'est quoi planification numérique? Voilà. Et si on rentre en cuisine, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu vas manger du poisson braisé quelque part, et bon, ça pavine un couteau, le français va dire, c'est pas quoi, saumon de quoi, quoi, il va mettre tous les ingrédients, il va donner un gros mot. Et tu vas croire que c'est une recette spéciale. Et quand on t'apporte la nourriture, tu vas dire, c'est comme ça qu'ils ont baptisé les ministères. Il est quoi? Ministère de l'économie et de la veille stratégique. C'est la guerre. C'est quoi? Veille stratégique, là, il y a quoi dedans? Veille stratégique, là, il y a quoi dedans? Et on est en train de s'endetter. Planification numérique. Et on n'a pas Internet. On nous coupe Internet. Tout ça, c'est pour jouer sur les mentalités des gens, des esprits faibles. La seule chose qui a changé dans cette histoire-là, c'est la dénomination. Ils ont ajouté quelques gros mots pour bluffer les gens. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous aujourd'hui sur la formation de ce fameux gouvernement-là. Je dis Yako Adedje. Moi, je ne suis pas rancunier, mais ce sont des gens, ils ne connaissent pas Fonia Singbe. Tous ces gens-là que vous voyez là, ils ne connaissent pas Fonia Singbe. Fonia Singbe, il humilie les civils de la même manière qu'il humilie les militaires. C'est la même méthode. Dès que tu es à son service, il te fait faire des bêtises. Tu peux tuer, il va se taire, mais il monte un dossier sur toi. Tu vaux l'argent, les journalistes crient, les journalistes font des articles, tel ministre a détourné, tel DG. Il fait comme s'il n'a pas vu. Peut-être que lui-même, il a sa part dedans, mais il fait un dossier sur toi. Et il met le dossier dans les placards. Le jour où tu commences par mal parler de lui, où il sent que tu as de l'ambition, il sort un dossier comme ça, il t'envoie soit en prison ou il te descend. Et c'est le même mode opératoire qui lui permet d'éliminer à la fois les militaires, les civils et les civils qui sont dévoués à son service. Adedje, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais Adedje, qu'est-ce qu'il n'a pas investi pour le régime? Quelle prière il n'a pas organisé? Les prières de reconnaissance. Quel journaliste il n'a pas envoyé en prison? Comme nous. Même les gens qui ont volé chez lui à la maison. Le jeune homme qui a volé chez Adedje là, c'est son beau ou bien gars qui a volé chez lui là. Vous savez qu'il est décédé? Le jeune homme qu'on a arrêté, qu'il a volé l'argent au domicile d'Adedje et qu'on l'a gardé dans une brigade là, il est décédé après.
Et pourtant, c'est un membre de sa famille. On ne sait pas dans quelles circonstances il est décédé. On ne sait pas dans quelles circonstances le jeune homme là est décédé. Parce que le jeune homme là, il est au courant de beaucoup de choses. Donc, il se passe des choses incroyables au Togo. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas Faure Gnassingbé. Tous les gardes unis, ils ne connaissent pas Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, il n'a jamais d'amis. Lui, il vous utilise. Et quand il n'a pas besoin de vous, il vous jette à la poubelle. Et il vous humilie même. Quel est ce chef d'État qui humilie les gens, qui se battent pour lui, qui se battent pour lui? Regardez les Kokoroko. Regardez les Yark. Regardez aujourd'hui les Gilbert Bahara. Ils sont plus à la porte de sortie que de l'entrée. Regardez Tchegan. Tchegan qui s'est frappé la poitrine. Hein? Qui a fait bourrer les urnes. À Palimé là-bas, dans le Pelé. Bourrer les urnes. En plein visage, ils ont bourré les urnes. En plein soleil. Que une île doit gagner. Tchegan était devenu hystérique parce que Faure a atterri 2 fois là-bas. Pelé est venu manger chez elle avec l'hélicoptère. Elle disait ça dans leur dialecte. Et Maouira et Amagava, des histoires comme ça. Elle a commencé par jouer son truc. Vous avez vu ce qu'on lui a fait? Aujourd'hui, elle pleure. Mais elle pleure seule dans sa chambre. Peut-être que demain, on va lui redonner quelque chose. On ne sait jamais. Mais là, c'est l'humiliation. Quel est ce patron que vous servez avec dévouement, que vous servez avec zèle, que vous servez avec fanatisme, qui à la fin vous humilie les uns après les autres, qui n'a pas d'égard pour vous. Maintenant qu'il les a renvoyés là, il ne va plus les recevoir. Hein. Même pendant que les gens étaient au gouvernement, rarement que Faure les reçoive. Quelqu'un parle de Bodjona. Non, Bodjona, lui, il espérait aussi revenir, mais Faure n'est pas bête pour relancer Bodjona. Il va lui donner un poste, mais pas un poste important. Je serai à la place de Faure que je ferai pareil. Il ne va pas redonner un poste important à Bodjona pour que Bodjona retrouve son envergure d'avant. Si Bodjona, à un moment donné, a cru dans sa vie que Faure va lui redonner un grand ministère pour qu'il devienne le Bodjona des années 2005, 2004, 2005, 2000, combien là, il se trompe. Puisque Faure lui a pris toutes ses forces. Et voilà, il est ici, ouais. Il l'a envoyé en prison, Bodjona est revenu vers lui, et Bodjona est à ses services. Et donc, et comme Bodjona n'a pas d'autres sources de revenus que la politique, mais attendez, mais il sait qu'il est à son service, il lui donnera ce qu'il veut. Et Bodjona ne peut pas aller plus loin que ça. C'est tout. C'est ça la réalité politique. Puisque Bodjona a été présenté comme un dispositif important dans le système de Faure. Mais quand Bodjona a quitté la barque, pendant 10 ans, le dispositif a tenu. Donc en réalité, Faure s'est passé de Bodjona. Donc, si c'est passé de lui pendant 10 ans, s'il est revenu aujourd'hui, il va lui donner des responsabilités de moindre envergure. Il ne va pas lui mettre à un poste important pour qu'il retrouve sa force d'avant. Je serai à sa place que je ferai pareil. Donc, ne soyez pas surpris que Bodjona ne soit pas dans ce gouvernement. Peut-être qu'il va le nommer, comme il y a encore 3 postes qui sont un peu vacants, 3 postes qui sont en l'air, ministère de la fonction publique, ministère des transports et ministère... bon, l'armée c'est pour lui. Peut-être qu'il va le caser quelque part. Mais pour le moment, Bodjona doit attendre. Et il ne doit pas manifester des signes d'impatience. Il doit attendre. Au bon vouloir du patron, on lui donnera. Alors, Afang Bédi, lui, c'était le ministère des pistes rurales. Bon, on a supprimé ça maintenant, donc lui, il est perdu. Donc voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés en ligne. On était quand même si nombreux pour décortiquer cette actualité-là. J'espère que... et donc, ce gouvernement ne donnera rien. Donc, ce gouvernement ne donnera rien. Donc, c'est un gouvernement de copains et de coquins. Donc, vous avez Faure, ses beaux, ses belles-sœurs. Vous avez des couples qui sont dans le gouvernement. Ça ne donnera rien. Bengbeni, sa femme, c'est la sœur de Faure Gnassingbé. Santos Moroupe, c'est la femme du petit frère de Faure Gnassingbé, et Bolouvi, Patrick Bolouvi. Et donc, c'est la famille. Et vous avez Assis et Fad qui sont un couple. Vous avez d'autres personnes
qui dépendent directement de Ford comme des copains. Vous avez le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Johnson Yakole, qui est le grand frère de M. Charles Ajoumaro, qui est en prison. Donc, c'est son grand frère, Charles Ajoumaro, qui est le mari de la fille de Fende Yadema, Yvonne Yassimbe, la pharmacienne. Son frère qui est en prison, son mari qui est en prison, Charles Ajoumaro, qui est en prison, c'est son grand frère qui est Johnson Kokou Yakole, et qui était précédemment ambassadeur en Suisse. Et lui, c'est aussi le club des Chaminadois. Parce que lui aussi, c'est un copain de jeunesse de Fort, ils ont fait chaminade ensemble et tout ça. Donc c'est le club des Chaminadois. Donc ces gens-là, c'est la jouissance. Ce n'est pas des gars qui sont venus pour faire quoi que ce soit. Donc c'est un groupe de copains et de coquins. Donc ces gens ne vont rien faire d'extraordinaire pour le Togo. Au contraire, ils vont nous perdre le temps et c'est ce à quoi on va assister. Donc, et là maintenant, il faut peut-être redélimiter même les ministères. Vous imaginez? Il faut redémiliter les militaires, il faut fixer les prérogatives des uns et des autres. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, l'UFC a eu 2 strampotins avec Isaac Tiakpe et Sénat Lipuy. Bon, c'est tant mieux pour eux. Voilà, leur patron s'apprête à fêter ses 90 ans en décembre, chez Chris Olympio. Donc, voilà. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. J'espère que il y a une grogne au sein de l'UNIR, mais une grogne en silence. Vous voyez la force des mots que j'utilise. Il y a des gens qui se retrouvent à deux, ça papote, ça s'énerve, ils se disent entre eux, tu vois ce qu'il a fait, vraiment, on le sert, mais il n'a pas de dégâts pour nous. Et il y a des gens qui pleurent, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux là-bas qui n'ont jamais rien appris à faire. Ils n'ont été que ministres, ils n'ont rien appris à faire. Non, Trimois, lui, il est parti peut-être pour longtemps. Et donc, il y a des gens qui se retrouvent, qui parlent entre eux. Tu vois ce qu'il a fait? On fait tout ça là. Et la prochaine chose qu'il va faire encore, c'est les mairies. Il va niquer encore beaucoup dans les mairies. C'est d'ailleurs parce qu'il voulait placer des gens dans les mairies que ça traînait depuis. Et les autres étaient réticents. Donc, dans la semaine prochaine, vous allez voir les mairies aussi. Il a déjà donné les consignes. C'est Fort seul qui décide de tout. C'est Fort qui décide de tout. Le parti le rencontre et il prend la feuille, il dit mairie de Djarpanga, c'est celui-ci. Celui-ci a adjoint. Mairie de ceci, c'est celui-ci. Mairie de ceci, c'est celui-ci. Mairie de ceci, celui-ci, on l'élimine. C'est lui seul qui décide de tout. Même pour les mairies, c'est lui qui décide. Le parti le rencontre et lui, il dit placez celui-ci ici, placez celui-ci ici, placez celui-ci ici. C'est ce qui se passe. Donc, il y a des gens qui pleurent en silence, qui se retrouvent entre eux, qui papotent, qui bavardent, qui disent ah, tu as vu, il nous a pas remercié, il nous a renvoyé. Nous, on est des militants convaincus. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont même pas de parti. Et il y a des gens qui, on ne les voit jamais dans l'UNIR. Ils ont gardé leur poste. Continuez pas à pleurer. Vous allez mourir un à un. Continuez pas à pleurer. Vous allez mourir un à un. Vous allez faire des crises un à un. Lui, il va vous éliminer un à un. Autant il fait avec les militaires, il va faire aussi avec vous les civils. Il va vous humilier. Il va vous dégager un à un, un à un. Et vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur ce gouvernement incomplet et rempli des mêmes textes pour la même aventure, c'est-à-dire les dégâts. Ça ne donnera absolument rien. Et voilà quoi. Donc on attend quand ADG sera remplacé. Actuellement, c'est les spéculations dans l'UNIR. Tout le monde dit oui, peut-être qu'il va envoyer telle personne à la tête du perchoir. Tantôt, c'est lui seul qui sait qui. Et il a déjà le nom. Il sait qui il va envoyer là-bas. En enlevant ADG, il sait qui il va envoyer à la tête du Parlement. Il le sait déjà. Maintenant, il va mettre quelqu'un qui ne va pas avoir trop d'envergure pour l'éclipser, comme ADG marchait sur les tapis rouges là. Il va mettre quelqu'un qui va savoir se garder. La personne ne va pas avoir trop de comment vous direz ça, trop d'importance pour l'éclipser. Il va envoyer quelqu'un là-bas. Donc, voilà quoi. Quelqu'un qui sait s'effacer pour laisser la place au chef. Voilà, quelqu'un qui ne fait pas trop de zèle, tout ça. Donc, mais le plus important, quand le président de l'Assemblée sera choisi, on verra par rapport à la constitution du régime parlementaire, si c'est Faure Gnassingbé qui va se présenter devant le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat.
son programme de gouvernement. C'est lui qui doit le faire. S'il ne le fait pas, s'il ne se présente pas devant le Parlement pour faire ce discours-là de programme et qu'il demande la confiance du Parlement, la confiance que le Parlement peut lui refuser, c'est qu'on n'est pas dans un régime parlementaire. Déjà, on ne l'est pas, mais on aura encore la certitude qu'on n'est pas dans un régime parlementaire. J'ai déjà renvoyé les constitutionnalistes à aller regarder dans la nouvelle constitution qui nomme les ministres. Et est-ce que la formation du gouvernement a visé un article particulier? Lorsque vous aurez les éléments, gardez-les au frais. Et on va suivre les événements pour voir si Faure Gnassingbé va se présenter devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunie pour décliner son programme de gouvernement, répondre aux questions et solliciter la confiance, entre parenthèses, des soi-disant élus de la République. S'il ne le fait pas, c'est que il a choisi son régime parlementaire comme un buffet. Donc, il mange à la carte. Il choisit dans le régime parlementaire les articles qu'il arrange. Son régime parlementaire, c'est un buffet à volonté. Donc, il choisit les mets qu'il arrange. Il choisit les nourritures qu'il arrange. Or, ça ne devait pas être cela. Le régime parlementaire est plus contraignant que le régime présidentiel. On malmène les premiers ministres à l'Assemblée. On pose toutes les questions. On le taxe de tout. On le malmène. C'est ça le régime parlementaire. Donc, c'est lui-même, Faure Gnassingbé, qui nous a dit il veut faire un régime parlementaire comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme je ne sais pas, l'Inde, tout ça là. Il faut qu'on voit dans la pratique si c'est un régime parlementaire ou pas. Allez, merci à vous tous. Merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Je vais voir rapidement s'il y a quelques questions. S'il n'y en a pas, bon, on va mettre fin au direct. Aujourd'hui, on est parti de Madagascar pour arriver au Togo. J'espère que les événements de Madagascar vont nous inspirer et on continue par travailler pour que les Togolais soient suffisamment sensibilisés pour que le jour où les Togolais décideront de prendre leur destin en main, qu'il n'y ait personne pour pouvoir bloquer ce destin-là, ou bien qu'il n'y ait personne pour pouvoir... voilà, on m'a dit ceci. Ingrid, elle est à la Caisse nationale de sécurité, elle est à la Lonato, elle est à la brasserie, elle est à Dr Lafia, elle est aussi dans l'UTB. Voilà, je pense qu'elle est présidente du conseil d'administration de l'UTB. Elle est à la SCGI, elle est à Cypress. Vous imaginez? Une seule personne. Je résume. Elle est à la Caisse nationale de sécurité, elle a AMU, elle a moyen de se protéger à l'INAM, elle est à la SCGI, elle est à l'ONATO, elle est à la brasserie, elle est à Dr Lafia, elle est à l'UTB, elle est à Cypress. Mais il est quoi? Vous imaginez? Je répète, elle est à la Caisse nationale de sécurité, elle est à la LONATO, elle est à la brasserie SNB, elle est à Dr Lafia, elle est présidente de la UTB, elle est à Cypress, elle a AMU, elle a INAM. Et c'est elle aussi qui fait les projets immobiliers avec la Caisse nationale de sécurité un peu partout. Vous imaginez ce qui se passe? Elle influence aussi la FTF. La FTF. Elle influence aussi la FTF. Américains, les unir, mais. Continuez. Allez, merci beaucoup. Merci à vous tous. Ah, on me dit qu'elle est aussi à NASAP. Ah, voilà. qu'elle est aussi dans toute la NASAP. Franchement, Togo, en tout cas. Allez les amis. Un chef qui n'a plus pour trône.